C'est bon? OK. Donc, Parfait. je propose que si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, des recommandations, vous utilisez le fil de conversation et je pourrai suivre tout ça en direct. Ça marche? Merci. Donc, l'idée, c'est d'initier maintenant la série de webinaires qu'on a initié avec le groupe Restart. Alors, bien évidemment, le but du jeu, c'est d'expliquer aussi un petit peu quel est ce groupe et pourquoi on a créé ce groupe. Mais fondamentalement, c'est évidemment lié à la situation avec le Covid. On a initié un groupe avec un certain nombre d'entrepreneurs, d'entreprises, de responsables ressources humaines, de coachs et de consultants qui visent à voir un petit peu comment on peut se positionner par rapport à la crise Covid et plus particulièrement après le Covid. Donc ici, c'est le premier webinaire d'une série de webinaires dédiés à tout ce qui est post-confinement et l'après-confinement plus spécifiquement. Ça va? Donc, qu'est-ce que l'on va voir aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est vraiment le focus sur le retour au travail dans sa globalité. Ça ne veut pas dire que vous êtes déjà au retour au travail, ça ne veut pas dire que maintenant les choses sont en place, mais ça veut dire qu'il y a un certain nombre de thématiques et de sujets auxquels on considère qu'il faut faire plus particulièrement attention. On va faire ça en plusieurs étapes. Tout d'abord, voir la situation actuelle et par rapport à ça, on partagera avec vous un certain nombre d'informations qu'on a pu récolter grâce à une enquête qui a été lancée par le groupe Restart et je vous en ferai part. Dans un deuxième temps, on verra un petit peu les zones d'impact et les points d'attention qu'on considère qui sont importants par rapport à la période de post-confinement et enfin, quelles sont les solutions qu'on peut envisager en tant qu'organisation. Ça marche? OK. Sur l'agenda, comme je l'ai dit, voir qui est Restart, les résultats d'une enquête qui nous a emmené à focaliser sur un certain nombre de sujets, l'analyse de la situation proprement parlée, et enfin, euh, les solutions que l'on peut envisager. Sur les groupes, vous avez deux parties. Nous avons ce que j'appelle un think tank, qui est un groupe où on a juristes, personnes qui sont responsables de leur organisation. Nous avons le commissaire au plan du Bureau fédéral du plan qui est avec nous, Philippe Donnet aussi, qui a une vision un petit peu plus macro de la situation. Et puis de l'autre côté, vous avez des coachs et des consultants qui réfléchissent avec nous à l'opérationnalité des choses. C'est-à-dire, à un moment donné, le think tank va relever un certain nombre de sujets, de thématiques importantes. Les coachs et les consultants développent des approches et des solutions. Et donc, on va faire part avec vous d'un certain nombre de réflexions qu'on a eues par rapport au retour dans les organisations. Alors, l'enquête, il y en a deux en fait, et c'est pour ça que c'est au pluriel. Il y a deux enquêtes qui ont été menées. Vous avez sur la gauche du slide une enquête qui touche en fait des dirigeants d'entreprises belges. Alors, je tiens à préciser que cette enquête a été faite au mois de mai, et on sait que les choses évoluent très très vite, donc on va pouvoir avoir aussi des réactions par rapport à ça, j'imagine. Et une enquête qui a été menée au sein d'une organisation de plus de 100 personnes pour voir un petit peu comment ils vivaient la période post-confinement. D'accord? Alors, je tiens à préciser, j'ai oublié de le dire, mais si vous avez des questions, comme on n'est pas nombreux, vous pouvez le faire en live, hein, donc tout le monde peut intervenir en direct. Si on avait été plus nombreux, j'aurais demandé que les gens consolident leurs réponses sur le fil de conversation, mais ici, on n'est pas 100 000 personnes non plus. Donc, n'hésitez pas à intervenir de vive voix ou alors par le fil de conversation, comme vous préférez. Première chose importante, pas parce que ce sont des dirigeants d'entreprise, mais qu'est-ce qui fait qu'on a considéré que le sujet était important? C'est simplement quand on a posé les questions aux 50 dirigeants belges qui ont répondu à notre enquête, ils considèrent effectivement qu'un retour dans de bonnes conditions sanitaires est une priorité. Et il y avait véritablement 8 priorités, entre autres le développement de l'activité, la cohésion et la motivation des équipes. Il y avait aussi tous les aspects psychosociaux, bien-être, tout ce qui touche au télétravail dans la globalité, l'image et la légitimité du management pouvaient être aussi un sujet sur lequel ils se positionnent comme une priorité, les risques juridiques qu'ils anticipent, et puis enfin, il y avait un champ qui était complètement ouvert, qu'est-ce qu'ils considéraient comme étant leur priorité chez eux.
Et en fait, 23,5% ont répondu que le retour était évidemment une priorité. Bon, il faut savoir que c'était au mois de mai, l'enquête. C'est sûr que je pense que les choses évoluent, mais là, en fait, ça dépend évidemment de quelle est la stratégie de retour qui est envisagée. On voit qu'il y a plusieurs évolutions. Il y a des organisations qui n'ont pas arrêté de fonctionner. Et là, le retour, il ne s'agit pas véritablement de retour, parce que, mis à part quelques administratifs qui auraient été mis en télétravail et ou des personnes qui auraient été mises au chômage, l'activité a continué comme d'habitude. Mais après, on a toute une évolution et toute une gamme qui va des sociétés qui ont arrêté et des organisations qui ont arrêté de fonctionner. On a aussi des personnes qui ont fonctionné de manière partielle. Et puis, il y en a qui disent que le retour, ce n'est pas pour maintenant, le retour est postposé. On entend des organisations qui parlent de septembre, et il y a même des organisations qui ont postposé le retour de leurs collaborateurs sur site à décembre. Donc, on est vraiment sur une gamme très, très large à ce niveau-là. Et quand on demande aux dirigeants qu'est-ce qui les intéresse véritablement sur ce retour, eh bien, on a 3 sujets essentiels. C'est le fait de pouvoir avoir de l'équipement et assurer au niveau hygiène et sanitaire un bon retour, avoir des décisions politiques claires. Là, je dois dire que depuis le mois de mai, quand on discute avec le groupe et le think tank, ce sont toujours des attentes qu'ils ont. Donc, ça n'est pas toujours très clair. Et puis, pouvoir suivre les recommandations sectorielles. Voilà, de manière générale. Ça va pour tout le monde, cet aspect-là? Oui? Vous pouvez faire un petit pouce ou je ne sais pas quoi. Parfait. Parfait. Merci. Au niveau de l'organisation de 100 personnes, voilà, ça c'est quelque chose que je voulais partager parce qu'on est plus au niveau micro et on s'intéresse à une organisation dans son ensemble. On a posé des questions par rapport au confinement en tant que tel. Et j'ai fait ressortir un certain nombre de points, notamment la manière dont les gens ont vécu le confinement. Et donc en fonction des groupes qui ont été interrogés, on a en fait une variation qui va de 4,33 sur une échelle de 0 à 10, 17 ans. J'ai plutôt bien vécu, j'ai très bien vécu le confinement, et 0, j'ai très mal vécu le confinement. Donc on a une variation par rapport au groupe de population auquel on s'adresse, qui va de 4,33 à 6,32. Et ce qui est marrant, c'est que la population qui est la population qui a le mieux vécu le confinement, en fait, sont ceux qui n'ont pas dû retourner sur site. 4,33 sont les personnes qui ont dû retourner sur site pendant la période de confinement. Donc avec ce poids de l'incertitude par rapport à la gestion du Covid. Alors ce qui est intéressant par contre, c'est la confiance dans le retour sur site. Là, on a une variation de 4,22 à 7,18. Donc 4,22, c'est en dessous de la moyenne, donc ils ne sont pas confiants dans le retour. Eh bien, en fait, là, ce qui se passe, c'est que ceux qui sont restés au bureau, qui sont restés chez eux, qui ont fait du télétravail, qui ont travaillé à distance, ont la moyenne la plus faible dans la confiance dans le retour. D'accord ? Donc le 4,22, ce sont ceux qui ne sont pas retournés sur site. Par contre, 7,18 sont ceux qui sont confiants dans le retour. Pourquoi ? Très simplement, quand on gratte, ils ont déjà vécu le retour, ils savent comment ça se passe, ils ont déjà eu leurs premières expériences, et fondamentalement, ils sont plutôt confiants par rapport à un retour sur site. Alors que ceux qui ne sont pas retournés sur site ont vraiment des craintes. Troisième niveau, et là ça concerne toutes les populations, à 75%, ils rencontrent des obstacles à un retour sur site. Les obstacles classiques que vous pourrez voir sont de l'ordre la garde des enfants, le transport et la pression familiale. Okay, donc ça c'est assez classique. Les gens sont quand même contraints de revenir. Ils disent on va le faire, mais il y a pas mal d'obstacles auxquels on est confronté. Ce qui était très aussi intéressant dans l'enquête, c'est qu'on constate que le middle management, donc le management intermédiaire, ceux qui gèrent les équipes, souvent ceux qui gèrent les équipes sur le terrain, sont plus inquiets que la moyenne de la population par rapport au retour. Ouais. L'explication que l'on a par rapport à ça est assez simple, mais quand même révélatrice de la situation. C'est que le middle management, en fait, anticipe un certain nombre de problématiques par rapport à la gestion des équipes, par rapport à des situations qu'ils n'auront pas vécues avant, c'est-à-dire que on a un collègue qui ne respecte pas les distanciations sociales, on a quelqu'un qui ne fait pas ce qu'il faut
par rapport aux règles qu'on a prévues sur le bureau, dans le retour au bureau ou dans l'atelier. Et là, les gens se sentent mal à l'aise, des gens qui ne vont pas venir, un absentéisme lié à la situation Covid, des personnes qui rencontrent des obstacles tellement forts qu'ils décident de ne pas revenir. On a eu des commentaires du style moi j'ai un parent qui est infecté par le Covid, ou je travaille avec quelqu'un qui est potentiellement contaminés, c'est-à-dire des gens qui travaillent avec des personnes qui travaillent en milieu hospitalier typiquement, ou dans des maisons de repos, qui vivent, hein, pas qui travaillent, qui vivent avec quelqu'un qui est en milieu hospitalier ou dans une maison de repos. Voilà, on a des gens qui ont des obstacles forts, et ça, le middle management l'anticipe et se dit comment je vais gérer ça, qu'est-ce que je leur raconte. Et donc, ils ne sont pas inquiets par rapport à la capacité de l'organisation à vraiment mettre en place des règles sanitaires claires, à mettre à disposition de l'équipement et des choses comme ça. C'est plus le fait que comment je vais gérer cette incertitude et ces situations délicates avec les collègues et les collaborateurs. Autre point qui est important dans l'enquête qu'on a pu mener à bien, c'est que tout ce qui touche à l'équipe, tout ce qui touche aux aspects humains, ne ressortent jamais dans le top 5 des éléments positifs du confinement. C'est-à-dire qu'on leur a demandé qu'est-ce que vous ressortez comme élément positif de cette période de crise. Ils ont mis plein d'éléments qui sont liés à l'infrastructure, la possibilité de travailler à distance, le fait d'avoir des réunions régulières avec l'organisation pour pouvoir se tenir au courant de ce qui se passe, etc. Mais ils n'ont jamais mentionné la cohésion, la solidarité, le contact avec les collègues pour tout et pour rien. Ça, ce ne sont pas des choses qui ressortent de l'enquête. Et on sent que là, il y a véritablement un manque au sein des organisations. Et enfin, quand même un élément important qui ressort de l'enquête aussi, c'est le fait qu'on ait eu 118 commentaires par rapport à 88 répondants, c'est-à-dire que les commentaires, ce sont des champs libres qui étaient prévus dans le questionnaire. Quand vous comptez 118 commentaires, vous vous dites que c'est quand même un sujet qui préoccupe les gens et qui est important pour eux. Donc, on sent bien que c'est quelque chose qui est important pour tous. Ça va? OK pour tous? Des questions sur cette partie-là? Non? Pas de questions pour ma part, c'est clair. Merci, merci. On avance. Quand on analyse en fait la situation et quand on fait le lien entre l'enquête et les discussions qu'on a avec le think tank, il y a en fait 5 catégories de sujets qui ressortent de manière globale sur le retour. Et je mentionne tel que c'est mis, ce n'est pas classé par ordre de priorité. Hein. Donc, ce sont les sujets qui sont apparus dans les discussions et dans les résultats de l'enquête. D'abord, il y a un besoin de rassurer les collaborateurs sur la situation, ça c'est très clair, avec des gens qui se posent pas mal de questions sur comment je vais pouvoir gérer ça, qu'est-ce qui va se passer exactement. Donc, un certain nombre d'inquiétudes et de préoccupations qui sont légitimes et qu'on peut comprendre. Autre sujet qui ressort par rapport au retour, c'est l'idée de dire est-ce qu'on va être capable d'ouvrir et de fonctionner correctement. Et le fonctionnement amène aussi à un autre sujet qui est lié à ça, c'est est-ce que ça va être rentable de rouvrir et de fonctionner. Donc, ça sont des sujets qui sont quand même graves et qu'il faut pouvoir discuter avant de relancer la machine du retour. L'autre point, c'est la gestion de l'infrastructure et l'organisation du travail. Par rapport à ça, il y a des aspects très logistiques, tout simple, c'est-à-dire comment on va organiser les espaces, comment on va pouvoir faire en sorte que les gens vont revenir dans un environnement qui est sécurisé, comment on va organiser le flux des collaborateurs. Généralement, des plans sanitaires et hygiène ont été mis en place par rapport à ça, et même avec un certain nombre de recommandations par rapport au secteur. Mais il y a aussi la planification du travail. Donc, comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on travaille par cellule? Est-ce qu'on travaille par shift? Est-ce qu'on regroupe les gens par département ou service? Est-ce qu'on regroupe les gens par projet? Enfin voilà, il y a pas mal de questions qui ressortent par rapport à ça. Un autre sujet qui ressort sur le retour et qui est important, c'est le vécu humain qui est très très variable. Et là, il y a plein de facteurs qui entrent en ligne de compte. Ça peut être la situation personnelle qui n'est pas confortable. C'est clair qu'un truc qui peut paraître bête, mais les gens nous disent que ceux qui avaient le luxe, entre guillemets, d'habiter à la campagne avec un jardin par rapport à ceux qui vivaient dans un appartement, n'ont pas vécu le confinement de la même manière. Ça, c'est clair. Il faut savoir que le télétravail,
on en parle souvent comme étant une opportunité, quelque chose de positif. Tout le monde n'a pas vécu le télétravail comme étant une situation positive. Ça n'était pas quelque chose de choisi. Donc, quelque part, ça a été imposé. Vous voyez. Et voilà, donc le vécu a été très, très variable. Et puis, un certain nombre de questions qui sont ouvertes maintenant et qui ressortent de plus en plus. C'est la motivation et l'engagement des collaborateurs par rapport au travail qui peut avoir changé de par la période de confinement. Un exemple tout simple qui nous a été rapporté, ce sont des cas de personnes qui démissionnent pour deux raisons. Ou bien les obstacles auxquels ils sont confrontés sont tellement forts qu'ils préfèrent partir et dire je vais devoir gérer ma vie privée et personnelle d'une autre manière. Soit il y a des personnes qui disent le travail que j'ai choisi là ne me correspond plus, par exemple. Bon, ça, ce sont des choses qui arrivent. Sur la motivation, on a d'autres aspects. Vous avez des personnes qui se sont senties inutiles pendant la période de confinement. Et là, je pense plus particulièrement aux personnes qui ont été mises au chômage. Et là, ils ont pu voir que eux, on ne faisait pas appel à eux, alors que d'autres personnes au sein de l'organisation, par exemple, continuaient à fonctionner. Donc, il y a des questionnements sur quelle est mon utilité au sein de l'organisation. Ça aussi, sont des choses qui sont ressorties. Vous avez aussi des questions par rapport aux personnes qui ont continué à venir sur site dès le début. Et ces personnes-là se posent des questions typiquement par rapport à la continuité du travail. C'est-à-dire que vous allez avoir des personnes qui vont revenir, des personnes qui étaient là depuis le début. Ceux qui vont revenir, alors, ne vont pas avoir le même rythme que ceux qui étaient là depuis le début. Et on pourrait avoir à ce moment-là des tensions en termes de relations d'équipe entre des personnes qui sont restées et des personnes qui reviennent. Voilà. Grosso modo, les sujets. C'est bon? Je prends ça pour un oui. Oui, Merci. c'est très bien. Et un tout petit commentaire dans ma pratique de coaching par rapport à la motivation pour le travail. Je commence effectivement concrètement à avoir des demandes de personnes qui n'ont pas travaillé pendant le confinement ou qui ont travaillé avec un rythme réduit ou qui étaient en télétravail avec moins de charges de travail et qui sont effectivement en demande d'une réflexion sur le sens, sur leur motivation et sur leur engagement parce que ce confinement leur a permis de se poser des questions qui ne se posent habituellement pas. Et donc, effectivement, il y a quelques demandes comme ça déjà pour l'instant qui se concrétisent par des demandes d'accompagnement. Donc, voilà. Ouais. Je ne suis pas surpris. Je suis pas surpris. En tout cas, ça colle avec les discussions qu'on a avec les responsables d'entreprise dans le think tank de Restart et dans les questions qu'on entend. Ouais. Ça va? Alors, quand on regroupe tout ça, en fait, globalement, il y a 4 zones principales qui sont touchées. Bien sûr, voilà, ce qu'on vient de dire, la motivation et l'engagement, avec des risques d'absentéisme. Ça, c'est assez clair. Des problèmes de productivité, c'est évident parce qu'il peut y avoir des problèmes de personnel, mais aussi d'organisation du travail, voire des organisations qui n'obtiennent pas l'autorisation de rouvrir parce que les conditions ne sont pas réunies pour pouvoir rouvrir en toute sécurité et conformément aux règles sanitaires qui sont établies. L'autre point, c'est que pendant le confinement, est-ce que l'équipe dirigeante a été, entre guillemets, à la hauteur? Il y en a qui ont mieux passé la période que d'autres, on va dire, et qui, du coup, ont une image qui a été plutôt redorée, ou pas besoin d'être redorée, mais qui a été quand même renforcée, on va dire, et par contre, d'autres équipes qui étaient un petit peu absentes pendant la période de gestion et de confinement, de gestion exceptionnelle qu'il y a eu pendant le confinement, et qui, du coup, ont un peu pâti de la période et ont une image qui a un peu été écornée. Et puis enfin, le point numéro 4 qui nous paraît important aussi, c'est de pouvoir gérer les tensions possibles au sein des équipes. Je parle des gens qui étaient sur site et des gens qui reviennent, ça c'est une chose, mais il y a aussi dans la perception du vécu du confinement des uns et des autres, vous allez avoir certainement des aspects de personnalité qui vont être exacerbés ici au niveau du retour, avec des personnes qui vont être hyper attentives à tout ce qui est sanitaire, hygiène et autres,
et d'autres qui vont dire, oui, bon, allez, tout ça c'est derrière, c'est fini, arrête tes chichis. Et là, à un moment donné, on va avoir des tensions entre des personnes qui veulent absolument qu'on respecte les règles et d'autres qui ne voudront pas qu'on respecte les règles. C'est ressorti du questionnaire qu'on a fait dans l'organisation de plus de 100 personnes, où fondamentalement, des personnes exprimaient leurs craintes quant au respect des règles et à la discipline qu'allaient avoir les collègues et les collaborateurs. Donc, on est conscient que c'est un sujet qui risque de ressortir. Oui? Ça a du sens pour vous, ce genre de point? Catherine, est-ce que c'est quelque chose qui chez vous ressort potentiellement aussi? Ah, pas de réaction. Bon. Voilà, vous m'entendez? Oui, là on entend. Voilà. Sorry. Oui, non, je disais. Allô? Oui, oui. Oui, je disais que je rencontre déjà ce genre de soucis. D'accord. Donc, c'est reconnaissable. Tout à fait. D'accord. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on propose par rapport à ça? Sur base des discussions, qu'est-ce qu'on va envisager de faire? Mais si on considère que globalement, l'idée, c'est de suivre quatre étapes qui parfois pourront être concomitantes. Donc, je pense que typiquement, impliquer les collaborateurs, ça peut se faire assez vite dès le départ. Mais l'idée, c'est rassurer les personnes, évaluer la situation, impliquer les collaborateurs par rapport à la situation pour qu'ils aient le sentiment qu'ils sont aussi acteurs de ce qu'ils vivent. Et puis enfin, accepter de prendre le temps, ce qui n'est pas forcément facile, compte tenu du fait qu'on a beaucoup d'organisations qui estiment que pendant les 3 derniers mois, ils ont perdu du temps. Donc, ils vont vouloir courir après le temps et essayer de le rattraper. Sur chacun des éléments, et j'explique un petit peu comment ça marche avant d'aller dans les détails, vous avez en fait, par rapport au fait de rassurer, vous voyez que ça correspond au cadran numéro 1. Par rapport au fait d'évaluer la situation, ça correspond au cadran numéro 2. Impliquer les collaborateurs, le cadran numéro 3. Et le fait de prendre le temps, c'est le cadran numéro 4. Donc, il y a une logique derrière tout ça qui est assez simple. Et enfin, moi, quand je les construis, en tout cas, c'est simple pour moi, mais je pense que ça doit l'être aussi. Et donc, ce que vous retrouvez dans chacun des cadrans, ce sont des pistes, de réflexion qu'on envisage pour chacun des axes. De où ça vient tout ça? Ça vient et des discussions qu'on a eues avec le think tank d'entrepreneurs et des discussions qu'on a eues avec les coachs et les consultants. D'accord? Donc, si on prend ce qu'il est possible de faire en termes de rassurer les collaborateurs. Donc, on est bien d'accord que là, la piste qu'on envisage, c'est qu'est-ce que je peux faire pour que les gens se sentent le plus à l'aise possible par rapport à la situation actuelle. On est d'accord que ce ne sont pas des choses qui sont censées durer dans le temps. J'ai eu un commentaire il n'y a pas très longtemps qui était assez symptomatique chez un de mes clients, où en fait on nous dit c'est quand même beaucoup de tralala pour pas grand chose parce que ça tombe dans 1 ou 2 mois, tout ça, ça aura disparu. Et le problème n'est pas celui-là. Le problème est de dire il faut mettre tout en place pour que tout le monde se sente à l'aise pour revenir. Et puis, si après il faut retirer tout ça, très bien, mais il faut pouvoir rassurer un maximum de personnes. Ceux qui n'ont pas besoin d'être rassurés, on a mis les choses en place pour les rassurer, ils vont dire oui, peut-être c'est inutile, mais ce n'est pas ça le sujet. Donc, on est bien d'accord que le but du jeu, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse se sentir à l'aise avec un retour. Et donc, il y a un certain nombre de choses qu'on évoque là-dessus. Ce qu'on a déjà vu, c'est le fait de développer une unité en interne pour clarifier les mesures d'hygiène. Donc là, je parle d'un entrepreneur qui a mis en place ce qu'il a appelé une unité Covid au sein de son organisation. Et fondamentalement, qu'est-ce qu'ils font? Au début, c'était toutes les semaines une réunion en interne. Maintenant, c'est toutes les 2 semaines. Mais ils clarifient toutes les règles qui viennent et de l'extérieur et de l'intérieur et recommuniquent ça à l'ensemble des collaborateurs. Il faut savoir que dans les discussions qu'on a eues, on considère que la communication extérieure, qui vient essentiellement du monde politique et des experts qui s'expriment dans les journaux télévisés, peut venir parasiter la communication interne.
Donc, le fait d'avoir un outil comme ça peut aider. Un point qui a été relevé aussi dans les discussions qu'on a eues, ça peut paraître simple, mais former les collaborateurs à l'utilisation des matériels de protection. Je souris parce que dans le groupe du think tank, on a eu quelqu'un, Nathalie, qui était en charge au sein de son organisation de clarifier l'utilisation des outils. Elle a dit, c'est incroyable, juste simplement avoir une explication claire sur comment mettre un masque de protection. Elle dit, elle a trouvé 5 façons différentes de le mettre. Donc, il faut quand même savoir comment on va le faire et quelles sont les recommandations qu'on propose et qu'on préconise par rapport à ça. Autre point qui a été évoqué, c'est le fait de rassurer les collaborateurs par rapport à une grande visibilité. Là, l'idée, c'est si mes collègues ne respectent pas les règles, s'ils ne sont pas disciplinés, okay, et que je suis seul confronté à ça, comment est-ce que je fais? Et donc, le fait de dire, on va aller sur le terrain, on va de manière visible contrôler ce qui se passe. D'accord? Ça pourrait être vos conseillers prévention, ça pourrait être, comme je l'ai vu dans une organisation, le fait de désigner quelqu'un au sein de chaque équipe ou de chaque plateau, comme on pourrait avoir, et de dire, ben voilà, il y a quelqu'un qui est en charge du respect des règles. Alors, évitez de l'appeler policier ou gendarme ou quoi que ce soit. Hein. On pourrait appeler ça le référent retour au travail, que sais-je. Bon, ben là, par rapport à ça, c'est important pour les personnes. S'assurer que tout le monde ait le matériel. On a eu des commentaires malheureux où des personnes disaient ben, il n'y a pas de quoi désinfecter les mains, il n'y a pas de quoi s'assurer qu'on ne va pas se croiser. Donc, il y avait des organisations où ils n'avaient pas fléché. Ça, c'est encore un commentaire que j'ai eu hier chez un de mes clients. On s'est plaint du fait que c'était fléché sur la moitié du plateau, par exemple. Bon, c'est bête, mais ça a suscité des réactions chez les personnes assez importantes. Le fait de communiquer sur l'ensemble des mesures prises, bon, bien sûr, c'est une évidence, mais bon, c'est bien de le faire. N'hésitez pas à multiplier les outils de communication. Donc, si vous avez des outils style Valve, écran, bien sûr, c'est bien. Et n'hésitez pas à utiliser aussi les emails par rapport à ça. Signalisation, adaptation du lieu de travail, s'assurer qu'on ait une conformité par rapport à l'hygiène et tout ce qui est sanitaire, bien sûr. Mettre en œuvre les mesures recommandées dans le guide fédéral. Alors là, je peux parler d'une expérience qui a été mise en œuvre chez un de nos clients. C'est ils ont littéralement repris la checklist, d'accord, et ils l'ont affichée et ils ont coché. Ce qui rend les choses assez simples et intelligibles. La checklist, elle est pas trop mal au niveau du guide fédéral. Quand je dis elle est pas trop mal, elle est bien faite, elle est complète. Et le fait de cocher ce que l'on a fait dans la checklist rend les choses immédiatement très visibles pour l'ensemble des collaborateurs et développe quand même un côté rassurant pas mal. Pour le port des EPI et avoir des EPI conformes, essayez d'avoir un réseau qui vous fournisse des EPI en temps et en heure. Ça a été quand même un grand facteur différenciant dans les contacts qu'on a eus. Je signale que dans le think tank avec lequel je suis, nous avons 7 entreprises différentes. Sur les 7, il y en a encore une qui a du mal à se fournir en EPI pour la protection et pour tout ce qui est masque, etc. Donc, ça veut dire que ça n'est pas encore terminé. Un point qui a été relevé aussi, il y a une organisation qui a décidé de travailler avec des entreprises de nettoyage certifiées. Ça, c'est une première chose, mais aussi qui garantissent de faire un maximum de choses par rapport à tout ce qui est Covid. Donc ça peut être pas mal aussi pour rassurer les collaborateurs et de communiquer là-dessus. Puisqu'on a eu des commentaires dans l'enquête qui a été menée où des gens disaient « Oui, moi je vois les gens qui nettoient, mais ils font ça un peu à la va-vite. Et est-ce qu'on est sûr des produits qui sont utilisés et patati et patata ?» Donc, on peut éviter ce genre de commentaires en ayant une entreprise dont on peut garantir que le service est là. Ça va? Sur le fait d'évaluer, il y a 2 aspects qu'on peut faire. C'est évaluer le degré de préparation de l'organisation. Ça, c'est très simple. On fait un inventaire et on voit un petit peu ce qui s'est passé et de le communiquer. Mais aussi évaluer le degré de préparation des collaborateurs par rapport à leur retour. Donc, est-ce que les gens se sentent bien par rapport à ça? Une petite enquête très simple, avec 2-3 questions qui visent à savoir est-ce que vous êtes prêt à revenir, est-ce que vous vous sentez en confiance et autres. Ça peut se faire ou bien
en direct, au téléphone, via mail. Enfin, vous avez plein d'outils que vous pouvez utiliser par rapport à ça. Et puis ensuite, vous pouvez aussi mesurer le degré d'engagement et de motivation des collaborateurs. Ça aussi, ça peut se faire de manière collective. Mais moi, ce que je conseille de faire, c'est de le faire de manière individuelle via des entretiens de retour qui n'ont pas besoin d'être très longs, mais qui peuvent se faire entre 5 et 10 minutes et voir un petit peu comment la personne se sent par rapport à son retour. Et donc, c'est autre chose qu'un entretien collectif ou une enquête collective, mais ça permet de voir un petit peu comment les uns et les autres vivent la situation. Ça va, ça? Point numéro 3, c'est le fait d'impliquer les collaborateurs. Très important pour moi. C'est le fait de dire, vous avez la possibilité de reprendre les choses en main et donc leur demander qu'est-ce qu'ils conseillent, qu'est-ce qu'ils voient pour l'adaptation des conditions de travail, le fait de faire du soutien entre pairs, du coaching entre pairs, et donc de faire des communications là-dessus, de dire vous pouvez être support les uns des autres par rapport à cette période de post-confinement, peut-être faire des réunions d'équipe par rapport à ça pour communiquer comment faire du coaching entre pairs, qu'est-ce que l'on peut faire par rapport à ça. Des organisations ont mis en place des groupes retour de confinement avec une sorte de référent interne ou une personne qui serait plus coordinateur par rapport à ça. Et donc, on a vu ça dans 2 organisations qui participent aux discussions, où en fait, ils organisent de manière hebdomadaire des discussions avec l'ensemble des collaborateurs pour voir comment ça se passe. Et bon, on pourrait éventuellement voir d'espacer ça dans le temps, voire de faire disparaître ça à un moment où c'est plus nécessaire. Les réunions d'équipe au sein des équipes qui sont en place, pour moi, c'est important pour voir comment les personnes ont vécu le confinement. Ça permettra, et je fais le lien avec le point suivant, de voir un petit peu quelles sont les préoccupations et les frustrations des uns et des autres. Donc, on n'est pas là pour dire « Ah, ça s'est mal passé pour vous, etc. » mais entendre les demandes et les recommandations que les gens pourraient avoir par rapport à leur vécu. Ça permettra aussi à tous d'entendre que chacun a vécu différemment les choses. Moi, en tant que manager, j'ai vécu différemment. Moi, en tant qu'individu, j'ai vécu différemment. C'est important pour les gens de l'entendre. D'accord? Point numéro 4, c'est ne pas forcément se mettre la pression. Et donc, par rapport à ça, moi, ce que je conseille, c'est accepter que parfois, par rapport à certains groupes, par rapport à certaines situations, ça va prendre plus de temps. Et le fait de prendre le temps, ça permettra d'entendre les divergences de vues, les divergences d'opinion que l'on peut avoir. Voilà, on arrive tout doucement au bout des 40 minutes. J'ai découvert avec plaisir qu'on pourrait étendre la réunion, même si j'avais prévu 40 minutes. Donc, on a encore du temps. C'est le moment pour les questions-réponses. Le champ est ouvert. Pour information, cette session est enregistrée, donc vous l'aurez à disposition dans le groupe Restart. Et pour ceux qui participent ici, j'ai les coordonnées de tout le monde. Donc, vous recevrez par mail la présentation. D'autres questions sur le contenu et la manière dont ça se passe chez vous? Catherine, peut-être. Chez nous, notre vécu, c'est une grosse partie du personnel, je dirais, en télétravail partiel ou complet. Et on est dans le domaine de l'IT et il y avait certains de nos techniciens qui devaient rester sur le front et qui ont vécu ça de manière assez stressante parce qu'ils devaient aller régulièrement en clientèle et notamment sur des sites où les clients ne respectaient pas les règles de confinement. Donc par rapport à eux, ça a été assez difficile à gérer. Et voilà, on a dû adapter la situation au fur et à mesure parce qu'on avait au départ décidé, comme on ne pouvait pas, on a fait aussi recours au chômage complet. On avait décidé de mettre certains techniciens pour parler de cette équipe-là en chômage complet et d'autres continuer à travailler. Et on a dû adapter parce qu'on s'est rendu compte du stress que vivaient les techniciens qui poursuivaient leur travail. Et donc, parce qu'ils avaient besoin de récupérer de ce stress. Et donc, on a alterné une semaine sur 2 ces techniciens-là. Et de fait, pour les autres personnes qui télétravaillaient partiellement, on s'est rendu compte aussi que c'était très important, dans la mesure où on pouvait le faire, de les maintenir partiellement au travail pour leur équilibre notamment. D'accord. Et de fait, on a dû mettre chez nous 3 personnes en chômage complet qui n'ont
ou deux en tout cas, qui l'ont très mal vécu, enfin, qui sont toujours en chômage d'ailleurs, et qui se sont, comme vous disiez tout à l'heure, se sont sentis inutiles. Oui. Et très isolés, malgré le fait que oui, on les appelle régulièrement. Malheureusement, on ne peut pas faire autrement, parce que ce sont les gens les moins polyvalents chez nous. Et donc, ce sont ces personnes-là qu'on a dû mettre au chômage. Voilà, pour raconter notre vécu. Donc, j'entends bien tout ce que vous dites, et c'est vrai que bon, tout le monde, je pense, on essaie de faire notre possible, est accompagné, reçoit régulièrement des coups de téléphone, etc. Mais le retour devra se faire aussi avec un accompagnement bien précis, parce qu'on sent bien que tout le monde le retour est déjà planifié ou pas en fait? Non. Pour le moment, chez nous, le télétravail, en tout cas pour ceux qui peuvent en faire, est obligatoire jusqu'à la fin de ce mois-ci. Et je pense qu'on va encore le prolonger. Oui, c'est ce que je sens. Hein. Donc, pas mal d'organisations se positionnent sur septembre, visiblement. Oui, je pense que ce sera comme ça aussi, mais on a une demande de certaines personnes pour pouvoir revenir déjà. Oui. Ce qui fait qu'on a pas mal d'organisations aussi qui optent pour le format hybride, c'est-à-dire le télétravail est a priori la règle, mais il est possible de revenir travailler au bureau. C'est ça. Donc, on doit quand même prévoir des mesures justement de retour pour ceux qui reviennent. Oui, c'est ça, et c'est ça qui est terrible. Et on a une organisation qui a communiqué avec nous, qui a peut-être entre 15 et 20% des collaborateurs qui décident de revenir, parce que tout le monde peut faire du télétravail chez eux. Mais pour 15-20% de collaborateurs qui décident de revenir, ils vont devoir réadapter l'ensemble des locaux. Exactement. J'ai une réunion la semaine prochaine à ce sujet, justement pour adapter les locaux. On a 2 bâtiments. Oui. Et ce qui est terrible pour eux, c'est compte tenu de la configuration des lieux, c'est 15-20% de collaborateurs qui reviennent, mais ils doivent quand même planifier le retour, parce qu'il s'avère que dans les 15-20%, il y en a beaucoup qui font partie de la même équipe. Oui, tout à fait. Et donc, même pour ça, ils ne peuvent pas dire, tiens, on va ouvrir et puis on va… Non, ils doivent quand même en plus mettre en place un système de planification. Le guide dont vous parliez, c'est bien le livre blanc C'est le guide fédéral, c'est le guide qui est sur le SPF Emploi. Ouais. Et dedans, il y a une checklist, où la checklist est à part, je ne sais plus exactement, mais la checklist est vraiment très intéressante et vraiment toute simple. Et moi, je conseille fortement de l'utiliser pour la montrer et dire, voilà, en fait, les mesures qu'on a prises sont celles-là, donc ça donne une idée de quelles sont les mesures qu'on a prises, et deux, elles sont conformes à des recommandations du SPF Emploi, donc c'est quand même, je pense que c'est plutôt rassurant. C'est une très bonne idée, je trouve que c'est une très bonne idée. Je l'ai déjà lu, hein. Je ne sais pas si je l'ai lu il y a quelques semaines, je ne sais pas si entre-temps il a encore été adapté. Il est adapté régulièrement, oui. Mais il est bien fait. Et franchement, la checklist qui va avec, c'est-à-dire que ça évite de… Parce qu'il est quand même conséquent, il fait plus de 40 pages. La checklist simplifie les choses. Donc, si je me souviens bien, elle fait 2 ou 3 pages et c'est beaucoup plus lisible et ça permet d'avoir une prise directe avec ce que l'on peut faire. Bon, ok. J'ai vu qu'il y avait un commentaire. Ah, Marilyn qui s'en va, qui nous dit au revoir. Pour information, par rapport à ce qui était dit ici, 2 choses. Sur le stress en tant que tel, justement, Marilyn, qui nous a quittés, va faire un webinaire particulier dédié au stress lié à la période confinement et post-confinement, et donc le retour des collaborateurs par rapport à ça. Donc ça pourrait vous intéresser. Et deuxième chose, donc le 18 juin à 14 h, en lien avec ce qu'on vient de faire ici, on veut aider les organisations à se positionner par rapport au sujet qui est la résilience et la continuité d'activité. Donc là, ce sera Nicole Damer, qui est spécialisée dans le sujet, qui vous fera un petit topo, comme moi je l'ai fait ici. Ça va ? Matériel à suivre. Le replay sera disponible sur LinkedIn pour tous ceux qui veulent revoir. Et je vous souhaite donc une bonne fin de journée pour ceux qui
qui vont continuer leur journée. Et s'il y a des questions, vous avez mes coordonnées. N'hésitez pas à demander des clarifications sur l'un ou l'autre sujet. On est dispo. Les coordonnées sont de toute façon disponibles. Donc, n'hésitez pas à demander s'il fallait encore préciser quelque chose. Ok, merci beaucoup. C'était très intéressant. Merci à vous. Merci de votre participation. Au revoir, Nicolas. Merci. Au revoir à tous. Au revoir.